Bonjour. Aujourd'hui, dans cette rubrique dédiée à la promotion des œuvres littéraires, nous recevons Jean-Claude Mboli. Il y a quelques années, nous l'avions reçu dans le cadre de la présentation de son premier ouvrage, consacré à l'origine des langues africaines, étudié dans de nombreuses universités en Occident, au Maghreb et de plus en plus en Afrique noire, vient de publier une nouvelle étude portant sur les migrations des populations bantoues. Il confirme la parenté linguistique des langues africaines, démontrant ainsi que toute langue africaine, y compris l'égyptien ancien, est une langue bantoue évoluée et que le proto-bantou, l'ancêtre des langues bantoues, permet de mieux comprendre la genèse et le foyer d'origine des langues indo-européennes et des langues sémitiques. Cette étude, sans nul doute, intéressera les historiens, universitaires, chercheurs et toute personne intellectuellement curieuse, car une expansion de population bantoue dont le foyer originel serait localisé dans la région des Grands Lacs et opérant une migration vers la Méditerranée est une approche innovante. Néanmoins, les parcours migratoires des populations bantoues, rien qu'au sein du continent, comportent de nombreuses questions qui demeurent en suspens. C'est dire que l'étude de Jean-Claude Mboli, mentionnant une expansion de la région des Grands Lacs à la Méditerranée, en suscitera tout autant, sinon davantage. C'est la raison pour laquelle nous l'avons invité pour en savoir plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous remercions donc d'avoir répondu à notre invitation. Nous recevons donc aujourd'hui Jean-Claude Mboli pour la présentation de son ouvrage, une étude donc que nous allons essayer de mieux comprendre avec lui. Monsieur Mboli, bonjour. Bonjour, monsieur de Nascimento. Monsieur Mboli, je vais vous inviter à vous présenter succinctement à nos invités, du moins ceux qui ne vous connaissent pas encore, et nous expliquer ce qui a motivé euh, la publication de cet ouvrage. Merci pour votre question introductive. Je m'appelle Jean-Claude Mboli, je suis ingénieur électronicien et linguiste. Euh, j'ai écrit en 2011 un ouvrage qui s'intitule Origine des langues africaines, sous-titré Essai d'application de la méthode comparative euh, aux langues africaines anciennes et modernes. Et en fait, l'ouvrage qui vient de sortir, Épopée Bantou, est tout simplement la suite du premier ouvrage, avec des recherches qui ont été faites entre-temps. Et cet ouvrage, normalement, aurait dû sortir avant même 2020, mais pour des questions aussi bien extra-linguistiques que proprement linguistiques, ça a été reporté jusqu'à cette année. Mais enfin, le livre est sorti et disponible chez Essibla Édition. Très bien, merci. Alors, ces deux ouvrages ont pour fondement la méthode, comme vous l'avez dit, la méthode comparative. Avant d'en arriver donc au nouvel ouvrage, donc celui-ci qui vient de sortir, euh, je souhaiterais vous poser trois questions en lien avec le premier. Donc vous avez parlé donc sur l'origine des langues africaines. Quel est l'objet, Monsieur Mboli, quel est l'objet de la linguistique comparée et en quoi consiste-t-il? Alors, la linguistique comparée est une discipline de la linguistique
tout simplement, hein, qui est une science, hein, la linguistique, hein, l'étude scientifique des langues. Euh, Son objet est de comparer deux langues données, deux ou plusieurs langues données, et d'en démontrer, le cas échéant, la parenté généalogique, c'est-à-dire de prouver que les deux langues ou les langues comparées, si on a plusieurs, descendent d'un même ancêtre. C'est ça, en fait, l'objet de la méthode comparative et de ce qu'on appelle donc la linguistique comparée. On l'appelle aussi parfois la grammaire comparée pour ce qui concerne les langues indo-européennes, jadis. Et donc, c'est tout simplement ça. Donc, il y a tout un ensemble de critères qui sont mobilisés pour assurer la pertinence de la démonstration de la parenté. Parce que vous savez bien que nous sommes dans le domaine de la science et il faut vraiment euh, prouver que deux langues sont génétiquement apparentées, quoi. Et ce n'est pas facile. Donc, il y a un certain nombre de critères qui sont mobilisés, qui sont d'ailleurs très bien décrits dans le premier ouvrage, en détail avec des exemples, etc. Donc, la linguistique comparée, en sa composante dite méthode comparative, a déjà réussi à prouver la parenté de plusieurs langues. Par exemple, les langues romanes, ok, l'espagnol, le français, l'italien, le portugais, etc. On a pu démontrer scientifiquement, donc en se basant sur la méthode comparative, euh, qu'elles descendent du latin. Bon, c'est trivial pour ceux qui connaissent l'histoire, hein, mais même s'il n'y avait pas l'histoire, même si on connaît, s'il n'y avait aucun document écrit, la méthode comparative aurait quand même réussi à prouver que ces langues-là dérivent d'un même ancêtre, qui est le latin, quoi, hein. On pourrait reconstruire même cet ancêtre, comment il est constitué. D'accord. Et y a-t-il des points communs avec la linguistique historique? Oui, tout à fait. La linguistique comparative, de toute façon, est une autre dénomination de la linguistique historique. Mais la distinction, c'est au niveau de la méthode, si vous voulez. OK? La linguistique historique, c'est donc l'étude historique des langues. Mais quand vous appliquez la méthode comparative, quand vous comparez deux langues et que vous essayez de reconstruire son ancêtre, vous faites de la linguistique historique. OK? Et donc, vous la faites de façon rigoureuse. Euh, Par contre, il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées pour prouver la parenté de langue. Mais la seule, la plus pertinente, c'est la méthode comparative. Vous avez vu que on peut utiliser d'autres méthodes, comme par exemple la méthode de Greenberg, qu'on appelle la comparaison de masse. Ce n'est pas du tout pertinent. J'en ai fait une critique exhaustive dans mon ouvrage précédent, avec des exemples, hein, et des contre-exemples à l'appui, pour montrer que avec la méthode de Greenberg, on peut prouver que n'importe quelle langue est liée à n'importe quelle autre. Vous voyez? Donc, c'est d'autant plus important que dans le paysage linguistique africain, la classification des langues africaines telle qu'elle est actuellement enseignée dans les universités est basée sur la méthode faussaire de Greenberg. Et donc, nous, on essaie de casser ça et d'utiliser la méthode comparative, hein, qui est la seule qui vaille. C'est celle qui a permis, par exemple, l'établissement de la famille bantou, famille des langues qu'on appelle les langues bantou. D'accord, d'accord. Alors, Donc bah, voilà, en gros, les liens entre linguistique historique et linguistique comparative, hein. C'est la même chose,
Linguistique comparative, c'est plus au niveau de la méthode scientifique, hein, pour arriver à explorer le passé des langues. Et linguistique historique, bon, voilà, hein, vous étudiez l'histoire d'une langue. Hein. L'histoire d'une langue, c'est pas forcément la genèse, la recherche de son ancêtre. Hein. Ça peut aussi être les contacts qu'elle a eus avec d'autres langues. Par exemple, vous savez que l'anglais a beaucoup emprunté au français. OK? Pourtant, les deux ne descendent pas du latin. Hein. Le français descend du latin, mais l'anglais non. Et pourtant, si vous ne faites pas attention, si par exemple vous utilisez la méthode de Greenberg, eh bien, vous pourrez tenter de dire que l'anglais est même plus proche du latin que ne serait le français, quoi. Voilà. D'accord. Alors, le premier ouvrage, donc on l'a vu, a pour titre L'origine des langues africaines. Reconstituer une langue disparue depuis des millénaires paraît incroyable. Existe-t-il, Monsieur Mbouli, une langue bantoue initiale? Absolument. Euh, L'existence d'une langue ancêtre est une conséquence directe, inéluctable de la parenté des langues comparées. Si je compare le français avec le portugais, l'espagnol, etc., et que je démontre que ces langues sont génétiquement apparentées, de par la méthode comparative même, cela implique nécessairement l'existence d'une langue ancêtre, que la méthode permet de restituer en ses composantes de vocabulaire, en ses composantes de grammaire, de phonologie, hein, la prononciation des mots de cette langue, etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les langues bantoues. Hein, et d'ailleurs, historiquement, c'est la ressemblance trop flagrante entre des langues parlées sur la côte atlantique de l'Afrique avec celles qui sont parlées sur la côte orientale, qui a mis la puce à l'oreille des premiers chercheurs. Euh, et ensuite, après, ben, on a appliqué la méthode comparative qui venait de naître, hein, hein, parce que on venait de prouver la parenté génétique entre les différentes langues européennes et certaines langues d'Inde. Donc, on a utilisé tout simplement cette méthode et on a prouvé que, effectivement, ces langues dérivent d'une même langue originelle. On peut reconstituer, et on a reconstitué le vocabulaire, la grammaire, c'est pas entier de cette langue ancestrale qu'on appelle le proto-bantou. De la même façon que l'ancêtre des langues indo-européennes est appelé le proto-indo-européen. On a reconstitué aussi hein, ces différentes composantes. D'accord, d'accord. Alors, il est écrit dans la quatrième de couverture de l'ouvrage, hein, il est écrit toutes les langues africaines devraient être qualifiées de langues bantoues évoluées. Alors, est-ce à dire qu'au même titre, tous les humains sont des bantous et non qu'une ethnie ou un peuple? Il y a plusieurs niveaux euh, de réponse à votre question. Tout d'abord, au cours des démonstrations faites dans le livre sur différentes langues africaines de différents coins d'Afrique, je parle de l'Égyptien ancien, hein, je parle du Peul, des langues Dogon, des langues Sara, etc. Il s'avère que toutes ces langues, en réalité, sont des formes évoluées, comme on dit en linguistique, hein, hein, ce sont des formes évoluées des langues bantoues actuelles. Okay? Donc, du proto-bantou. Hein. Le bantou, avec sa morphologie si particulière, à base de préfixation nominale, etc., est très proche
de la langue ancestrale de toutes les langues africaines. Et donc, il s'avère que les langues que vous voyez en dehors des langues bantoues hein, en Afrique, vous prenez n'importe quelle autre langue, hein, le Bambara, le Haoussa, etc. Il s'avère que, en fait, ce sont des formes abîmées, si je peux dire, hein, des langues bantoues comme le Lingala, le Kikongo, le Zoulou, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et le deuxième niveau de réponse, c'est que si vous prenez ce qui a été démontré dans le premier ouvrage, vous constaterez que l'ancêtre immédiat de toutes les langues africaines, en toute rigueur, celles qui ont été examinées jusqu'ici, existe, a été reconstitué. Il s'appelle dans l'ouvrage le négro égyptien, hein, à la suite du terme utilisé par le professeur Théophile Obenga. Euh, mais cet ancêtre-là est vraiment une langue très proche du proto-bantou, pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais euh, cette proto-langue elle-même, en fait, si on l'explore, on se rend compte que elle a elle-même une histoire, elle a elle-même plusieurs niveaux d'ancêtres qu'on peut aussi reconstituer. Et en remontant comme ça, on peut arriver jusqu'à à la toute première langue de l'histoire de l'humanité. OK? Et cette première langue de l'histoire de l'humanité, on peut aussi, dans cette grande ligne la reconstruire. Bon, elle était très simple, hein, comme vous pouvez l'imaginer, hein, très simple. Mais sa structure est une structure de langue à casse, hein, de type bantou. Hein. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut encore dire qu'il s'agit d'une langue bantou. En cela que, voilà, hein, on fait de la classification nominale. Hein, les noms qui désignent les êtres humains sont regroupés ensemble, les noms qui désignent les objets sont ensemble, etc. Vous voyez l'idée de battre. Et ça, c'était déjà le cas de la toute première langue de l'humanité. Vous voyez? Donc, en fin de compte, on pourrait dire que toutes les langues du monde sont des langues bantoues évoluées. Et on pourrait effectivement appeler bantou euh, toutes ces langues. Alors, je peux revenir sur le terme bantou, si vous voulez, hein, parce que voilà, ce terme a été utilisé pour désigner en fait cette famille de langues, de la même façon qu'on a utilisé le terme indo-européen. Ce sont les linguistes qui l'ont créé. OK? Donc, ils l'ont appelé indo-européen, euh, tout comme ils ont appelé germanique, proto-germanique, l'ancêtre des langues germaniques. OK? J'aurais pu l'appeler autrement. Et donc, pour ce qui concerne les langues bantoues, hein, cette famille de langues dont on a démontré la parenté, eh bien, on lui a donné le nom de bantou. Parce que dans ces langues-là, le mot pour dire les hommes se prononce à peu près pareil, hein, bantou, etc. Hein, bantou, abantu, bateau, tous ces trucs. Et d'ailleurs, c'est même ça qui avait mis la puce à l'oreille des premiers linguistes. Hein. Sur la côte occidentale, on disait bantou, sur la côte orientale, on disait bantou. Ah, tiens, c'est bizarre, vous avez vu la distance? Comment se fait-il que c'est comme ça? Donc voilà. Et on a même failli l'appeler les langues bas, tout simplement. Hein. À un moment donné, même c'était appelé comme ça hein, par le créateur du proto-bantou, on l'appelait bas. Et puis bon, ensuite après, le terme bantou est resté. Mais il faut faire la distinction entre ça et qui est un terme scientifique pour désigner une famille de langues et le mot qui existe dans les différentes langues bantoues pour désigner les hommes, les êtres humains. Hein, bantou, hein, avec son singulier qui est muntu, ok, ou moto, ou etc. Ben justement, on y reviendra assez vite. Alors,
Que pensez-vous, Monsieur Boli, de la branche, justement, la branche linguistique et la phylogénétique, qui vient des sciences naturelles et qui utilise les mêmes techniques que les linguistes? Euh, je dois dire que en fait, la phylogénétique et tout ce qui est lié est une langue, est une science en soi, hein, qui s'est développée de façon autonome. Et ce sont les linguistes qui sont rapprochés, qui sont rappropriés euh, des termes, la terminologie utilisée en phylogénétique pour leur propre étude. OK, c'est la raison pour laquelle, par exemple, vous entendez, mais ça, c'est surtout des linguistes de type Greenberg, OK, euh, qui utilisent ces termes-là, hein. Voilà pourquoi on utilise, par exemple, les termes de phylum, OK, pour parler des méga-familles de la classification de Greenberg. Donc, on dit phylum Niger-Congo, phylum afro-asiatique, etc. Ils ont commencé par utiliser les termes de famille pour désigner ces différents regroupements, hein. Et ensuite, ils se sont rendus compte que non, ils n'ont rien prouvé en termes de parenté génétique et qu'ils ne peuvent pas utiliser ce terme. Et donc, ils se sont rabattus sur un terme plus vague, hein, emprunté à d'autres sciences, hein, donc qui est le terme de phylum. Hein. Donc, je le décris très bien dans le premier ouvrage, quand on dit phylum Niger-Congo, c'est pour éviter de dire famille Niger-Congo, parce que famille Niger-Congo vous impose la démonstration rigoureuse qu'il s'agit bien d'une famille génétique de type bantou ou de type indo-européen. Comme ils en sont incapables, eh bien, ils utilisent le terme de phyla, pluriel de phylum. Donc voilà comment on fait les choses. Et puis, bon, euh, ça paraît logique, hein, de voir que les langues se génèrent de la même façon que les plantes et autres créatures vivantes, hein, en arborescence. OK? Mais en réalité, c'est pas aussi simple que ça pour ce qui concerne les D'accord. langues. Parce que vous avez vu qu'il y a il y a des contacts entre différentes langues africaines et ça brouille les choses, les pistes. Donc, vous ne pouvez pas vraiment, sans un travail rigoureux, faire une classification comme ça en arborescence, comme le font les Greenbergiens. Donc, voilà ce que je peux en dire. D'accord. Bon, je voulais dans un premier temps voilà, que les personnes qui sont là comprennent un peu le domaine scientifique que vous utilisez pour justement faire ce travail, d'où ces questions. Alors, le nouvel ouvrage, donc je rappelle, hein, le nouvel ouvrage Épopée Bantou, des Grands Lacs à la Méditerranée. Le nouvel ouvrage, il traite donc, voilà, de la migration des Grands Lacs à la Méditerranée, mais avant que vous nous en parliez, je souhaiterais vous poser une série de questions sur le concept bantou. Le linguiste allemand Wilhelm Blick, hein, ou Bleck, en 1856, a proposé le mot bantou pour désigner un ensemble d'environ 600 langues, vous me corrigerez si je me trompe, apparentées du centre et du sud de l'Afrique. Jugez-vous, Monsieur Boli, ces travaux cohérents? Vous êtes-vous appuyé sur eux, justement? Tout à fait. Quand je parlais des créateurs du concept de Bantou, justement tout à l'heure, eh ben, je faisais référence à Blake, hein, ce chercheur allemand qui a pu faire la démonstration, le premier, de la parenté génétique entre différentes langues de cette région. Hein, OK? Et donc, on se base sur son travail jusqu'à maintenant. C'est un travail pertinent puisque ça se base sur la méthode comparative. Hein. Quand un travail se base sur la méthode comparative,
ben, vous ne pouvez pas la critiquer, ce sont des équations. Vous pouvez l'améliorer en apportant voilà, des modifications, mais les équations phonétiques sont là, qui relient les différentes langues les unes aux autres, de la même façon que le terme, on ne peut pas remettre en cause l'indo-européen, hein, le proto-indo-européen, puisque ce sont des équations phonétiques et morphologiques, hein, par la suite qui établissent cela. Donc, nous sommes tous des disciples de Blake, hein, en quelque sorte. C'est le premier à avoir appliqué la méthode comparative qui venait de naître en Europe, pour ce qui concerne les langues indo-européennes. Donc, il était le premier à l'appliquer aux langues africaines. Et ces langues-là, ce sont ce qu'on appelle les langues bantoues. Il les a appelés bantous. On aurait pu les appeler autrement, hein, ok? Mais ils les ont appelés bantous tout simplement parce que, voilà, hein, le terme pour dire les humains, voilà, hein, dedans, on dit le plus souvent bantou dans ces langues-là. Alors, quel sens ce mot avait chez les locuteurs avant que le linguiste, on va dire entre guillemets étranger, ne fasse des propositions? Car Bantou, dans les langues africaines, signifie simplement, sauf erreur de ma part, les êtres humains. Mais les Bantous venus de partout et de nulle part semblent être issus en fait de la philologie et de l'administration coloniale. En somme, Bantou, Monsieur Boli, signifiant être humain et Bantou désignant le peuple, est-ce cohérent? Très pertinent comme question. Comme je viens de vous le dire, le terme bantou est un terme linguistique. Ok. C'est voilà, appliqué par Blake et ses successeurs jusqu'à nous. On aurait pu utiliser un autre terme, hein, mais voilà, c'est ce terme qui a été utilisé, bantou, qui n'est pas sorti de rien, juste parce que, voilà, dans les langues bantou, justement, hein, c'est lieu de le dire, le terme est utilisé pour pour désigner les êtres humains. Mais effectivement, comme vous l'avez souligné, euh, le terme bantou désigne tout simplement les êtres humains. On l'a utilisé pour désigner cette famille de langues, mais tout comme on a utilisé le terme mandé pour désigner la famille des langues mandées. OK? Bon, voilà, c'est tout. Mais euh, c'est un terme qui veut tout simplement dire les êtres humains, sans autre forme de procès. OK? Si vous êtes un bantou faune, vous verrez que ça n'a aucun autre sens pour vous que de dire les hommes. Hein, quand vous voulez parler votre langue, par exemple le Kikongo, quand vous voulez dire les hommes, quels qu'ils soient, hein, même si c'est un blanc, même si c'est un esquimau, vous allez dire bantou. Vous ne pouvez pas dire autrement, c'est juste ce terme-là. OK? En lingala, c'est bateau. OK? Au pluriel, moto, au singulier, point. OK? Mais moto, c'est n'importe quel être humain. Voilà. Mais euh, il s'avère que lorsqu'on a une communauté linguistique, on a forcément une communauté culturelle. C'est-à-dire une même vision du monde, une même façon de voir les choses, etc. Et donc, le fait que les langues bantoues dérivent d'un même ancêtre constitue une communauté linguistique, implique forcément une communauté culturelle, ok, une même façon de voir les choses. Donc, les gens qui partagent cette vision du monde, cette façon de voir les choses, euh, on peut, à juste titre, les appeler des bantous, ok, et les distinguer de ceux qui ne parlent pas les langues bantoues. Si on avait désigné cette famille de langues autrement, si on les avait appelées, par exemple, je ne sais pas moi, les, les, les bas, hein, comme ça avait été tenté dans les premiers temps, eh bien, on dirait les bas, une communauté qu'on appellerait les bas, locuteurs des langues bas, tout simplement. OK? Parce que
c'est une implication de l'existence d'une même famille linguistique. C'est ça. Et vous voyez bien que quand on élargit Bantou à l'ensemble des langues africaines, il y a une communauté linguistique qui est là. Parce que toutes les langues, comme je vais démontrer, toutes les langues africaines dérivent d'un même ancêtre. Donc, il y a une communauté culturelle, une communauté de pensée qui relie tous les Africains entre eux, hein, et je dirais même au-delà du continent. Donc voilà, ils ont cette vision-là. Alors, c'est pas forcément racial, ok? Il n'y a pas une race bantou, parce que je vois à la suite justement des divagations des colonialistes, des gens utiliser ce terme pour désigner une race bantou qui existerait. Non, voilà, ceux qui parlent langue bantou sont des bantous. Voilà, point. OK, il n'y a pas un trait physique de bantou. Euh, je vois souvent des gens essayer de comprendre par bantou voilà, des noirs spécifiques, hein, des noirs africains de la forêt équatoriale, hein, qu'ils appellent bantou. Hein, c'est souvent des gens de l'Afrique de l'Ouest qui utilisent ces termes à la suite des colonialistes sans même s'en rendre compte. Or non. Hein, ok, vous allez dans la région des Grands Lacs, vous allez voir des Bantous qui sont comme des Nilotiques, ce que vous appelez des Nilotiques. Hein, grands, des fois avec des traits fins, etc. Vous allez en Afrique du Sud, vous allez voir, ils sont très différents. Hein, les Bantous d'Afrique du Sud. Donc, c'est un héritage de la colonisation hein, que de faire ce rapprochement entre traits physiques et locuteur de langue bantou. Ça n'a rien à voir. Ça absolument rien à voir. Euh, ça, je peux vous le garantir, puisque les faits le montrent à profusion. Il y a, il y a 4000 ans, les frontières issues de la conférence de Berlin n'existent pas. Encore, en tout cas. Ce fait donne-t-il plus de crédit à votre choix de méthode de recherche comme la plus cohérente et rationnelle pour raconter l'épopée bantoue? Oui, bon, la conférence de Berlin, c'est un épiphénomène. Hein, maintenant, nous le savons grâce à nos recherches de linguistique déjà dans le premier ouvrage et maintenant. Hein, ça nous paraît très puissant, très marqué, parce que c'est proche de nous et parce que ça nous affecte encore actuellement. Mais quand vous le placez dans l'histoire longue, très longue même de l'Afrique, c'est rien du tout. Donc, c'est la raison pour laquelle, vraiment, l'utilisation de la linguistique historique, rigoureusement menée, donc à l'aide de la méthode comparative, nous permet d'explorer vraiment les aspects les plus lointains dans le temps de notre histoire. C'est vraiment un outil puissant mis à la disposition des chercheurs pour explorer notre passé. Et vous verrez que ça démolit tout ce qui avait été mis en place, créé à la suite justement de la conférence de Berlin, hein, avec tous ces aspects de, de classification physique des populations africaines qui n'a rien à voir. Hein, ok, parce qu'ils ont voulu placer la langue, ils ont voulu confondre la langue avec l'ethnie, la langue avec la race. Alors que vous voyez bien qu'il y a, il 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 y a aucun rapport. Hein, ok? Nous parlons, cette conférence est faite en français, mais nous n'avons pas quand même la même tronche que les Français de France, ceux qui habitent en France.
OK? Vous allez en Afrique, voilà, vous avez des francophones. Hein? Ils sont tout aussi francophones que les Français de France ou les Canadiens, etc. Pourtant, ils ont des races différentes. Donc, vraiment, ça, c'est le b.a.-ba de la linguistique, hein, qui fait qu'il n'y a aucun lien entre langue et race. Et ce sont des racistes européens, à la suite, entre autres, de la conférence de Berlin, qui ont voulu faire ces classifications, ces confusions, et ils en arrivent à des aberrations que colportent même encore des Africains, à savoir, par exemple, justement, la classification entre Hutu et Tutsi. Vous savez bien qu'ils sont tous des Bantous, hein, OK? Ben, ils ont essayé de faire croire que les Tutsis, enfin ce qu'on appelle les Tutsis, seraient des Nilotiques ou des Éthiopiens ou en se basant sur leur trait physique, vous voyez? Alors qu'ils ne parlent que Bantou. Et ils n'ont jamais parlé que Bantou. Hein, aussi loin que vous êtes dans leur histoire, vous trouvez que du Bantou. OK? Donc, voilà le genre de choses que les colonialistes ont mis en place et qui sont quand même très intégrés dans la psyché de beaucoup d'Africains et que nous battons en brèche, hein, dans nos recherches. Alors, parler de l'épopée des Bantous, justement, ça suppose que l'on connaît leur origine. D'où viennent-ils, Monsieur Molly? Ah oui, là, l'étude qui vient d'être faite dans l'ouvrage montre clairement qu'il vient de la région des Grands Lacs. D'ailleurs, c'est encore là que vous voyez représenter les langues les plus conservatrices du Bantou, les langues les plus proches de l'ancêtre prédialectal. Je parle du Kinyarwanda, de sa sœur le Kirundi, hein, les langues parlées respectivement au Rwanda et au Burundi. Et à côté, l'Ouganda et d'autres langues, hein, d'autres petites langues bantou qui sont de même facture. Hein, OK? Et donc, ce sont des langues très, très conservatrices. Et on les voit jusque même au niveau des langues d'Afrique du Sud, comme le Zoulou, le Xhosa, ils conservent les mêmes choses. Mais ces langues-là ont été apportées par des Nguni qui sont descendus récemment depuis la région des Grands Lacs. Donc voilà, donc ça c'est assez bien établi. Et à partir de là, euh, ils se sont diffusés en fait sur l'ensemble du continent. Donc, le foyer originel, en fait, puisque le bantou, c'est la langue originelle de tous les Africains, hein, toutes les langues africaines sont des langues bantou évoluées. Donc, vous voyez bien que, en fait, tous ces Africains ils venaient de cette région. OK? Et c'est parce qu'ils se sont éloignés de ce foyer des Grands Lacs que leur langue a divergé, que leurs langues ont divergé par rapport au prototype qui reste encore dans la langue de la région des Grands Lacs. Donc, c'est tout simplement ça. On sait Et, où ils viennent. et quelles en sont les causes de cette expansion? Ben, les causes de les causes de cette expansion bantou qui se fait en plusieurs vagues et à différentes époques, parce que il faut voir ça comme étant une sorte de grappe, ok? Hein, et à partir de là, de temps en temps, il y a des populations qui se détachent pour aller à l'aventure, ok, à différentes époques. Hein, ils vont en aventure et puis plus tard, d'autres se détachent, vont à l'aventure et puis il y a le gros, le noyau dur qui reste toujours sur place. Et souvent, hein, ces causes-là, comme dans toutes, dans les cas similaires, c'est toujours la surpopulation qui explique en grande partie cela. OK? Hein, donc, à la recherche de terres, etc. Donc, quand la population devient trop importante, allez, hein, on, on, on va ailleurs. Et vous verrez que
à partir de ce foyer qui est plus étendu que ça, dans le deuxième ouvrage, euh, ce foyer d'origine est bien sûr centré sur la région des Grands Lacs, mais il s'étend, hein, quasiment jusqu'au niveau du lac Tchad, ok, dans cette zone-là, et au-delà. Donc, c'est là le vrai foyer. Et ensuite, après, il se disperse par ces différentes causes, hein, la surpopulation, mais aussi pour la dispersion définitive des différentes langues africaines, eh bien, c'est manifestement la désertification du Sahara qui explique hein, que les choses se soient dispersées de façon définitive jusqu'à maintenant. Donc, dans le livre, donc, il est question de la migration des Bantous en Méditerranée dans le temps. Vous situez cette présence à quelle période? Alors, cette période, euh, je la situe euh, aux environs Bon, alors, c'est pas encore précis, hein, parce qu'il faut faire des études en parallèle sur le plan de la génétique des populations pour pouvoir comparer. Mais comme euh, ces choses doivent être déduites de façon Vérifié. autonome, Mhm. on pourrait dire, euh, ça date justement de la désertification du Sahara, quoi. OK? Tant qu'il y avait de la verdure, hein, parce que c'est le lieu des Africains, hein, voilà, la verdure, hein. C'est pas des gens qui vivent dans le désert, on est d'accord, hein. Donc, tant qu'il y a la verdure, ils sont là, dans le Sahara et ailleurs, région du Grand Lac, etc. Mais dès que le désert commence à apparaître, eh ben, le gros se replie dans le sud, mais eh ben, il y a une partie qui évolue par la pression hein, démographique, aller vers le nord. Mais les études génétiques montrent que ils y sont arrivés en très petit nombre, mais sur une très longue période. Mais ils étaient quand même suffisamment puissants pour imposer leur langue aux populations locales en Europe et en Asie occidentale. OK? Donc voilà ce qu'on peut dire à ce niveau. Mais c'est un champ de recherche qui se développe et tous les chercheurs sont appelés à travailler dessus hein, pour apporter leur contribution. Très bien. Bon, bah, je vais pas être plus long pour laisser aussi aux personnes qui sont là peut-être l'opportunité de vous poser des questions. J'aurais une toute dernière question à vous poser, Monsieur Boli. La terminologie bantouistique est employée dans votre ouvrage. À quoi renvoie cette terminologie bantouistique? Oui, la bande touristique, effectivement, c'est un terme que j'ai introduit tout le long de l'ouvrage pour justement mettre l'accent sur la nature intrinsèquement bantoue de toute langue africaine. OK? Donc, quand je parle, par exemple, de la bantouistique de l'Égyptien ancien, eh ben, c'est justement la mise en évidence des traits bantous de l'Égyptien ancien, OK? Qui ne sont plus manifestes aux yeux du profane, OK? Mais que le linguiste comparatiste que je suis euh, restitue à l'aide de la méthode comparative. Donc, vous verrez que à l'intérieur de l'Égyptien ancien, eh bien, vous avez de la morphologie bantou qui est à peine cachée. Vous avez du lexique bantou qui est caché, la phonologie bantou, etc. Donc, lorsque vous mettez en évidence des traits bantous cachés d'une langue, vous faites
la bantoustique de cette langue. Donc, j'ai pu faire la bantoustique de l'égyptien ancien, j'ai fait la bantoustique du Peul, la bantoustique même de l'indo-européen, ok? La bantoustique du sémitique, hein, parce qu'il y a deux niveaux euh, là-dessus. Donc, la détermination des traits bantous qui, qui sont cachés, hein, et qu'on peut retrouver parce que ça faisait partie intrinsèquement de la langue elle-même, mais il y a aussi l'aspect introduction de populations bantoues depuis la région des Grands Lacs qui surgissent dans les différentes populations parlant les langues en question. Par exemple, pour les Égyptiens anciens, ils avaient une langue qui est d'origine bantoue, certes, hein, ok, hein, avec des traits bantous cachés qu'on peut retrouver, hein, mais l'analyse linguistique permet de mettre en évidence un afflux de populations mais vraiment bantous récemment, quoi, c'est-à-dire des gens de la région des Grands Lacs, quasiment, ok, qui sont arrivés récemment dans la basse vallée du Nil là-bas et qui ont laissé leurs traces dans la langue de ces populations. Et c'est d'ailleurs ces Bantous qui ont fondé, d'après mes recherches, ok, qui ont fondé la civilisation pharaonique. Ok? Ils venaient directement de la région des Grands Lacs. En conquérant, ils arrivent euh, au Soudan et ensuite après, ils débarquent dans la vallée du Nil où il y avait déjà des populations africaines, précédemment bantoues. D'accord, hein, ok, et qui, effectivement, par la conquête, établissent la civilisation pharaonique. Donc D'accord. voilà pour ce thème. Très bien, très bien. Bah, écoutez, je vais donner la parole donc aux invités qui sont là, ici présents. Je vais vous recommander, chers invités, d'être le plus concis possible dans les questions que vous allez poser à Monsieur Poli. Si possible, une question. Pour la simple raison que Monsieur Poli ne pourra pas rester très longtemps parce qu'il a un besoin urgent. Enfin bref, il devra partir. Mais voilà, il nous accorde quand même un peu plus de temps et donc, je vais vous laisser poser vos questions. Et si possible, donc une question par personne et le plus concis possible. Madame Condé, je vous écoute. Vous avez la parole. Ok, je voudrais savoir si la bantoustique que le professeur a fait sur les langues indo-européennes est reconnue, par exemple, par les chercheurs européens, s'ils acceptent ça, que leur langue est d'origine, ce sont des langues bantoues évoluées. Est-ce que c'est reconnu? Ah, très belle question, mais je dirais que le problème n'est pas qu'ils le reconnaissent ou qu'ils ne le reconnaissent pas. Le problème de savoir est-ce que j'en apporte la preuve ou pas. Et effectivement, j'en ai apporté la preuve déjà dans le premier ouvrage, ok, où hein, j'ai démontré que les langues indo-européennes sont d'origine africaine, hein, déjà, à ce moment-là. Et, et comme le livre, hein, l'ouvrage, le précédent, hein, je parle du précédent, est étudié dans pas mal d'universités européennes, hein, et que je n'ai pas reçu de critiques, de contestations, de démonstrations, ben, ça veut dire que voilà, c'est reconnu. Ou alors, il n'y a pas d'argument contraire. OK? D'accord. Je me rappelle que au tout début de la sortie du premier ouvrage, quand j'avais euh, sorti cette idée, présenté cette idée dans un forum de linguistes essentiellement américains, ils n'étaient même pas choqués par l'idée, hein. Vous savez, quand on est chercheur, surtout quand on est linguiste comparatiste, on est vraiment un pur scientifique, hein. Et donc, c'est les faits qui nous guident, c'est pas l'idéologie, hein. C'est pas ce que je fais avec des gens
qui travaillent sur les langues africaines hein, et qui imposent des choses par idéologie. Donc, je dirais que j'apporte la preuve formelle de cette conquête. Et d'ailleurs, dans le nouvel ouvrage, je démontre même que l'Indo-européen, non seulement est d'origine africaine, mais son foyer se trouve en Afrique. Alors que précédemment, je pensais que c'était des Africains qui s'étaient rassemblés en Anatolie, dans la région de Turquie actuelle, et que c'est eux qui ont formé l'Indo-européen. Et à partir de là, ça s'est diffusé dans, dans le reste de la région. Mais là, je démontre que non, pas du tout. C'est en Afrique même qu'ils se trouvaient. Donc, on ne devrait même pas les appeler des Indo-européens. OK? Parce que ça se trouvait en Afrique. Et à partir de là, ils sont allés conquérir l'Europe et l'Eurasie. Et d'ailleurs, en plaçant ce foyer d'origine de l'Indo-européen en Afrique, vous verrez que les différentes branches de l'Indo-européen actuellement, hein, parce qu'il y a des sous-branches hein, de l'Indo-européen. Hein, ok, il y a la branche des langues Kentum, la branche des langues Satem, etc. Vous verrez que euh, ça fait sens, ça fait complètement sens une fois que le foyer d'origine est placé en Afrique. Par contre, si vous placez le foyer d'origine au sud de l'Ukraine, comme ils faisaient jusqu'à maintenant, ou même en Anatolie, comme moi-même j'y ai cru, eh bien, il y a beaucoup de contradictions qui apparaissent dans l'embranchement. Par exemple, le fait que les langues, le latin, ce qu'on appelle donc les langues italiques, et les langues de l'Irlande soient plus proches les unes des autres, ça ne s'explique pas. Ils n'arrivent pas à l'expliquer. Parce que, voilà, la géographie ne permet pas de comprendre ça. Par contre, si vous le placez en Afrique comme je l'ai fait, eh bien, tout devient logique. OK? Vous verrez que, en fait, les langues italiques, les langues italiques, ils ont juste traversé par la Sicile pour entrer. Hein, et puis, ceux qui parlent les langues euh, euh, comme l'irlandais, etc., ils sont sortis par le détroit de Gibraltar et puis ils sont allés de l'autre côté. Et donc, ça fait sens. Hein? Donc, ils étaient, en fait, la partie des Indo-Européens qui se trouvaient à l'est. Donc, et puis, tout le reste se trouve, non, non, qui se trouvait à l'ouest. Et tout le reste se trouvait à l'est. Et ils sont sortis par l'Égypte, par Suez, et donc l'Anatolie pour aller. J'espère avoir répondu à la question. D'accord. Oui. La réponse, ça vous satisfait? Oui, j'arrive pas à couper mon micro. J'arrive pas à C'est pas baisser, grave. sinon ça me satisfait. Très bien, il n'y a pas de problème. Bon, juste préciser que vous pouvez toujours me poser d'autres questions nous avons un groupe, hein, un groupe Facebook qui s'appelle Épopée Bantou, le livre. Donc, vous pouvez vous inscrire et me poser d'autres questions ou me poser des questions juste par Messenger, hein, il n'y a pas de souci. D'accord, Vous aurez le temps je ne de répondre. manquerai pas. Très bien. Pépin, excusez-moi, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Pépin, vous avez la parole. Oui, bonjour, bonjour messieurs, bonjour à l'ensemble des participants à ce Zoom. Moi, ma question, je pense que on a eu l'occasion d'échanger récemment avec le professeur Mboli. La question est la suivante. C'est compte tenu du fait que le professeur Mboli, par la méthode comparative, fait la démonstration que l'origine première des langues sont celles qui sont nées de la vallée des Grands Lacs.
moi, en tant que, alors, entre parenthèses, hein, afro-caribéen, originaire des Antilles françaises, nous avons une langue qui s'appelle le créole, qui justement est une langue euh, oui, non, non, je suis en conversation, qui, comment dire, qui sont des langues qui, en fin de compte, regroupent un ensemble de ce qu'on appelle peuples, comment dire, qui ont été déportés. Donc, ces déportés étant majoritaires sur les territoires, ont constitué euh, des langues dans lesquelles on retrouve justement des termes venant du continent. Et justement, aujourd'hui, il y a un grand débat qui s'ouvre chez nous sur justement l'origine de la langue dite créole. Donc, moi, j'aimerais savoir si le professeur Mboli euh, peut nous éclairer un peu sur comment se constitue avec différentes ethnies, entre parenthèses, hein, j'utilise le terme ethnie, qui ont été déportées et qui ont réussi à reconstituer une langue qu'on appelle le créole, et on s'aperçoit que ce soit dans le bassin, comment dire, de la Caraïbe, ou que ce soit dans le bassin indien, on retrouve cette même structuration un peu des langues. Donc, quelle est l'opinion du professeur Boli sur cette reconstruction linguistique qui existe justement dans le bassin caribéen et qui ont des formes qui sont assez identiques? La seule chose, c'est la linguistique, c'est la langue française pour les Antilles françaises, la langue hispanique pour les îles comme Cuba et la langue anglaise pour les îles ont des termes comme des îles britanniques. Et avec aussi une particularité, c'est qu'il y a des petites différences entre ces langues, mais ces gens se comprennent entre eux parce que ce soit du bassin de l'océan Indien, de la Caraïbe, on arrive à comprendre les créoles aussi éloignés. Donc, ça sous-entend que la structuration a eu une base qui est commune. Et comme ce sont comment dire, des déportés qui étaient majoritaires, donc il est logique de penser que dans la construction de la langue créole, cette majorité, comment dire, démographique a aussi imposé, comment dire, les termes de ces origines déportées dans la langue que nous parlons actuellement dans la Caraïbe, qui est identifiée comme créole, entre parenthèses, mais qui pose débat aujourd'hui chez nous, notamment en Guadeloupe. Oui, je vous remercie pour votre question. Mais en fait, vous avez donné la réponse. Donc, le problème auquel on fait face, en fait, montre tout simplement, euh, met tout simplement en évidence l'unicité de la culture africaine, du mode de pensée, de la vision du monde commune à tous les Africains, quelles que soient les langues qu'ils parlent. Hein. Je vous ai montré que, en fait, les différentes langues africaines sont des formes évoluées des langues bantou. Okay? Donc, ce qui impose une même vision du monde, une même façon de voir les choses, une même construction grammaticale, etc. Et c'est justement ça qui explique l'émergence du créole. Ça ne, ça, et vous montre que vous ne devez pas vous focaliser sur le vocabulaire quand il s'agit de l'étude du créole. OK? Ce que vous devez faire, c'est de vous focaliser sur la syntaxe, la phonologie, parce que c'est ce qui permet de mettre en évidence la pensée, commune ou pas, des populations qui ont généré cette langue. Et en l'occurrence, l'existence même du créole montre que les populations africaines, des différentes ethnies, comme vous dites, en fait, n'en faisant qu'une.
Hein. Les différentes ethnies d'Afrique sont une seule et même chose. Hein. C'est des Bantous. Ok, donc ils parlent bantou dans leur tête. Leur vision du monde est une vision bantou des choses. Et c'est cela qui leur a permis lorsqu'ils ont été privés de leurs différentes langues, de reconstituer une langue, mais sur le modèle des langues qu'ils parlaient précédemment. Donc, qui est une langue de type bantou. Et, et donc, c'est ça qui explique parfaitement la genèse du créole de Guadeloupe et vous explique aussi en même temps pourquoi euh, le créole de la Réunion, par exemple, est accessible en grande partie aux Guadeloupéens ou aux Martiniquais parce que c'est les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous avez des populations qui sont des populations bantoues, ok, donc, africains si vous voulez, hein, ok, parce que j'utilise le terme bantou en fait pour désigner les Africains. Bon, vous avez les mêmes gens avec les mêmes visions du monde qui ont été forcés de reconstituer leur langue. Qu'est-ce qu'ils font dans ce cas? Ils le reconstituent selon le modèle euh, des, des, des langues africaines, en se basant sur ce qu'ils ont à disposition, hein, qui est donc le vocabulaire du français. Okay? Aussi bien euh, en, dans les Antilles que dans l'océan Indien. Okay? Donc, c'est ça qui permet cette compréhension. C'est pas sûr que si ces populations n'avaient pas été, n'étaient pas des populations africaines, vous y comprenez grand-chose. Dans ce cas, même si le vocabulaire est français. OK? Parce que je vois beaucoup de linguistes européens, euh, bon, ils le font de moins en moins, mais quand même, hein, qui essayaient d'expliquer en fait la genèse du créole par une sorte d'universalisme, hein, c'est-à-dire que quand on est privé de sa langue, eh bien, on régénère les choses de la même façon. Si ça avait été le cas, eh bien, tous les créoles du monde se ressembleraient. Hein, ok? Parce que les créoles, c'est pas que les créoles qu'on parle aux Antilles ou dans l'océan Indien. Hein. Il y a des créoles un peu partout dans le monde, hein, y compris en Indonésie, etc. Hein. Donc, ça ne tient pas la route. Okay? La grammaire du créole guadeloupéen que je connais mieux, hein, qui n'est pas très différent du créole martiniquais, euh, ben, c'est une grammaire africaine. Hein, c'est une grammaire de langue africaine. Hein. Je l'ai très bien expliqué dans le premier ouvrage et dans celui-ci aussi. Et je donne des outils euh, théoriques pour permettre d'étudier davantage ces langues créoles à partir des notions que j'ai dégagées de, de, de l'étude des langues africaines et indo-européennes et sémitiques. Donc, voilà ce que je peux dire. C'est un travail qui se poursuit. Euh, il faut le mener avec rigueur et détermination et sérieux par les générations de linguistes à venir, hein, et confronter les autres dans les universités. Parce que nos travaux de recherche, eh ben, il ne faut pas que ça reste cantonné sur Internet ou sur voilà, les réseaux sociaux. C'est à l'université que ça se décide. Okay? La confrontation, c'est dans les universités. Donc, on doit être capable de, d'affronter tout cela euh, dans les universités et prouver nos idées de cette façon. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question à poser? De toute façon, comme l'a dit, oui,
Ketika, je suppose que vous souhaitez poser une question. Oui, oui, bonjour et merci, professeur. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'être un peu bref. Bon, moi, le sujet de la linguistique, ça me passionne, mais je ne m'y connais pas du tout. Donc là, j'aimerais poser une question. Est-ce que vous êtes familier avec l'ouvrage du défunt togolais Yao Danoni? Euh, le titre, c'est L'éveil ou la langue des pyramides d'Égypte. Non, pas du tout. D'accord. Je Bon, je connais pas. Mais bon, comme je suis curieux, je gagnerai à trouver, à chercher. Je connais un peu le Ewe, hein. Hein, ah, j'ai même cité des exemples Ewe dans mes études comparatives, là, dans le présent ouvrage. OK? Euh, mais l'ouvrage de ce chercheur, je ne connaissais pas. d'accord. Bon, je peux vous envoyer ça par email. Bon, OK. je pose la question parce que dans cet ouvrage-là, l'auteur, selon l'auteur, euh, l'ancien évé ou bien un prototype de l'évé ancien serait la langue que, que les Égyptiens parlaient. Et une autre personne qui est le frère Kafuekwe, euh, il, il propose la même chose. Selon lui, le Gbé, tu vois, ce qu'il appelle le Gbé, la langue Gbé, serait la langue à l'origine de toutes les langues. Et je pense que la troisième personne à avoir dit quelque chose de ce genre-là, c'est le frère Amouna Ngonimba. Donc, j'aimerais juste savoir si, si vous êtes d'accord euh, avec ce genre de proposition. Mais je peux vous envoyer le livre et aussi le livre du frère, le livre d'Uname, du frère Amouna. Peut-être que vous connaissez déjà le livre là. Euh, pour juste voir ce que vous en pensez. Bon, ce n'est pas mon domaine de spécialité, donc j'ai juste voulu poser la question à un spécialiste comme vous. C'est tout. OK. Merci. Merci pour votre question. Euh, bon, je dois d'abord faire une première remarque qui est que si vous regardez bien certains travaux ou beaucoup de travaux qui sont faits par des Africains, chacun essaie de voir midi à sa porte. C'est-à-dire que chacun voudrait que sa langue soit la langue des anciens Égyptiens. OK? Et c'est vrai, donc, ce qu'il vient d'apprendre, hein, pour ce qui parle le Ewe et le B, qui sont des langues quoi, hein, de la région du Bénin, Togo, etc. Mais ceux qui parlent le, le Peul, vous direz la même chose. Ah non, non, c'est plutôt le Peul. Ceux qui parlent le Haoussa vont vous dire la même chose. Ceux qui parlent le Wolof vont vous dire la même chose. Le Mandé, ils vont vous dire la même chose. Que non, c'est plutôt le Mandé. Vous voyez? Donc, en fait, bon, comme je suis un scientifique, il y a pas mille façons de faire, hein. C'est de mettre toutes ces langues-là dans un tableau de comparaison rigoureux, d'appliquer la méthode comparative, de voir ce qui en ressort. C'est ce qui a été fait euh, dans mon ouvrage précédent sur une quinzaine de langues et qui a été fait de façon exhaustive aussi dans le présent ouvrage. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que, en réalité, même les Égyptiens anciens que beaucoup considèrent comme étant la langue originelle, ben, n'est pas du tout originelle. Alors là, pas du tout. Hein. Ce sont des langues évoluées, ce sont des formes évoluées des langues bantoues. Donc, l'origine de toutes ces langues-là, ce sont les langues bantoues. Okay? Donc, par ma méthode, je peux vous faire la bantouistique de l'éveil. Quand je prendrai possession du B, eh ben, je vous ferai la bantouistique du B. Vous verrez comment le B a évolué de sa stature initiale de langue bantou vers l'état qu'on lui connaît où il n'y a plus de très bantou du tout, ou peu. Hein, c'est un travail à faire et qui ferait que
voilà, hein, on le distinguerait d'une langue bantoue, quoi. Donc, c'est vraiment la chose que je recommande. Parce que moi-même, j'aurais pu dire que ma langue, le sango, hein, qui est la langue nationale et officielle de la République centrafricaine, descend d'une langue, soit descend directement de l'Égyptien ancien, soit on est à l'origine, etc. Ou la langue de mon père, hein, le Zandi, on serait à l'origine. Nous sommes des scientifiques, posons les équations, faisons les recherches sans a priori et, et prenons les conclusions comme elles arrivent. Et pour ce qui me concerne, les conclusions que j'ai obtenues euh, de tout cela, hein, sur ces deux ouvrages, c'est que l'ancêtre de toutes les langues africaines est une langue de type bantou. Okay? Et c'est à partir de là que les autres langues ont évolué, en perdant tout simplement leur trait bantou, quoi, qui, qui, qui en conviendrait, est quand même assez complexe, hein, parce que le système de classification nominale que vous trouvez dans la langue bantou, vous verrez que c'est complexe. Hein, vous traitez avec une dizaine ou une vingtaine de genres grammaticaux. OK? Et quand vous prenez le français n'a que deux genres, hein, le masculin et le féminin. Hein, OK? Dans la langue bantou, vous pouvez avoir jusqu'à une vingtaine. OK? Et il faut qu'il y ait des accords. Euh, entre les différents éléments de la phrase, OK? Avec des morphèmes spécifiques. Donc, c'est quand même assez complexe. Et plus vous vous éloignez de la matrice bantou, donc de la région des Grands Lacs, vous verrez que moins la langue est bantou, qui au-delà d'une certaine distance, la langue n'apparaît plus bantou. Mais nous, les chercheurs, linguistes, nous arrivons à déceler tout cela et à remettre les choses à leur place. Le Ewe est une langue d'origine bantoue. De la même façon, j'en suis sûr, le B, je n'ai pas encore étudié. Non, merci beaucoup, professeur. Et c'est exactement ce que je recherche, hein, une approche scientifique de la chose, pour laisser l'idéologie de côté. Mais bon, je pense que le frère Foulele, il a tous ces documents-là. Et D'accord. frère Foulele, bon, ce qui Je m'intéresse vraiment, pourrais, ouais, je pourrais, c'est peut-être je pourrais- un jour avoir une sorte de discussion entre le professeur Mboli et mais Amouna. je rappelle sur Monsieur Mboli a consacré une page Facebook, hein, et il faudrait vraiment qu'on l'utilise. Il y a cette page où il est là pour répondre aux questions des personnes et Monsieur Mboli est justement très ouvert. Il répondra aux questions qui lui seront qui lui seront posées. Il a fait pour ça, hein. Il a ouvert cette page de Facebook pour Tout à fait. pouvoir échanger. C'est Cependant, un je groupe lui transmets Facebook qui s'appelle épopée, justement Épopée Bantou, le livre. voilà. Mais je lui transmettrai les documents dont tu as fait Ça mention. m'intéresse beaucoup. Merci d'avance. Très bien. Monsieur Boli, je vais pas vous, j'espère, voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps parce que je sais que vous devez partir, hein. Euh, je vais vous laisser, Monsieur Boli, le dernier mot. Une question. Je vais vous dire si vous avez en très peu de mots, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour nous inciter à lire ce livre? Qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques minutes, en quelques secondes même, pour inciter à acheter ce livre? Alors, en quelques minutes, ou même quelques secondes, je dirais, euh, c'est quand vous voulez mieux connaître votre histoire avec l'histoire africaine, hein, je veux dire, hein. Quand vous êtes africain et que vous voulez connaître vraiment l'histoire africaine sur le terme, euh, achetez le livre parce que ça donne des moyens, ça donne des éléments pour explorer le passé de l'Afrique de façon rigoureuse
avec l'aide de l'outil linguistique. Parce que, justement, nos langues n'étant pas écrites pour la plupart, nous n'avons pas accès à une grande partie de notre histoire. Mais, heureusement, que tout est codé dans les langues. Tout se trouve dans les langues. Donc, en étudiant rigoureusement nos langues, comme je l'ai fait dans cet ouvrage, vous aurez accès à votre propre histoire. Vous verrez que c'est une histoire grandiose, une histoire de domination de l'Afrique sur la plus grande partie de l'histoire de l'humanité. OK? Et ça vous permettra aussi de gagner en fierté, parce que cette Afrique-là, prééminente sur une très longue période, hein, et qui a été mise de côté, est en train de renaître. Et tout ça, on peut même le découvrir en étudiant ce bouquin. Alors, sans vous ôter le mot de la fin, le livre pourrait paraître complexe de parce que M. Mboli dit, notamment parce qu'il est scientifique avant tout, cet ouvrage-là. Les arguments sont scientifiques, mais M. Mboli a quand même, c'est également simplifié quand même, hein. Au-delà des aspects techniques de l'ouvrage, à chaque fois, il y a des éléments qui permettent même à des personnes qui n'ont pas cette maîtrise technique de pouvoir comprendre malgré tout le contenu de cet ouvrage. Donc, ne soyez pas bloqués par l'aspect scientifique de l'ouvrage. Il reste accessible malgré tout. Je suis désolé de ne pas pouvoir donner la parole à tout le monde, mais je vous rappelle, vous avez sur la page Facebook, alors peut-être tout le monde n'a pas accès à Facebook, mais voilà, il a ouvert au moins cette page-là pour permettre aux personnes de pouvoir échanger avec lui s'il y a des questions, peut-être même après avoir lu l'ouvrage, il y a des questions, vous pouvez venir lui poser ces questions. Et à l'occasion, nous pourrons à nouveau inviter M. Mboli pour échanger de nouveau sur cet ouvrage. Toujours est-il. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cet échange. Et voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, un bon week-end. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci pour votre participation. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et que vous serez de nouveau des nôtres lors de futurs événements. À la prochaine.